Bonsoir, Madame Dupuis. Bonsoir, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire. Je reviens au plan d'urgence qui nous a été présenté en tout début de soirée. Le promoteur nous a présenté un plan d'urgence fondé sur le pire scénario de la rivière Etchemin qu'on avait déjà vu il y a 2 soirs, je crois. Avec un délai de réponse de 13 minutes, si je me souviens bien, au terme duquel la vanne devait être fermée et 22 000 barils étaient répandus. Ce que je veux savoir ce soir, c'est tout simplement, si quelque chose ne fonctionne pas là-dedans, si le système informatique est en panne, s'il y a eu du hacking, du terrorisme, n'importe quoi, si la vanne est abîmée, ne répond pas, si c'est l'hiver, par exemple, et non l'été, s'il ne faut pas 13 minutes, mais 45 minutes, 1 heure, 2 heures, plusieurs heures. Il y a une dame cet après-midi, une biologiste, je pense, qui nous a parlé du lac Saint-Pierre. Disons que c'est la crue, c'est le printemps, mais il y a une pluie diluvienne, comme il y a eu le 14 juillet 87 à Montréal. Je ne sais pas si vous y étiez, moi j'y étais. Donc, oui, j'y étais. Vous y étiez. Je vis à Montréal. Oui. Donc, la plaine est inondée. On disait que ça pouvait se rendre presque à la 40. Je pense qu'avec une pluie comme celle du 14 juillet 87, je ne sais pas, on se rend à Saint-Tite sûrement. S'il se passe quelque chose comme ça, est-ce que j'en oublie? Oui, il y a plusieurs autres scénarios, c'est sûr. Alors, Monsieur le promoteur nous a décrit que le personnel requis est prévu sur des fiches très bien montées, les équipements prévus, les techniques prévues, mais tout ça, dans ce pire scénario, ben ça ne rejoint pas les prises d'eau municipales, puis ça ne rejoint pas Saint-Tite, puis ça fait pas tout ce que ça va faire si le temps est beaucoup plus long. Le panache est beaucoup moins grand et plus grand si quelque chose ne va pas. Donc, est-ce que c'est prévu, ça? Si ça ne marche pas sur des roulettes comme ça? Parce que je me dis, il y a 2 scénarios à ce moment-là. Ou bien c'est prévu, puis c'est pas le pire scénario qu'on a entendu, ou bien c'est pas prévu, puis on est vraiment en danger si ça arrive. Alors, comment on procède à partir de là? Merci, Madame. Monsieur Bergeron, qu'est-ce qui arriverait si la prise d'eau d'approvisionnement en eau potable de Québec était touchée? Ou les prises d'eau? Monsieur le Président, dans la présentation de demain, on pourrait élaborer un peu plus sur cette question-là, si vous le permettez. Maintenant, je voudrais juste peut-être remettre les choses un peu en contexte parce que Mme Dupuis nous parle du scénario de 22 800 barils qui est vraiment le scénario du pire cas à la rivière Etchemin en mentionnant qu'il y aurait un temps d'arrêt de 13 minutes, ce qui n'est pas le cas. Le scénario catastrophe de la rivière Etchemin, c'est le scénario où tout va mal. La conduite est carrément coupée en 2, chose qu'on n'a jamais vue, qui est un événement qui a une probabilité d'arriver une fois tous les 1 500 000 ans, et tout se vide dans la rivière sans aucune intervention. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le scénario du pire. Maintenant, on a déjà parlé passablement, mais si vous voulez qu'on élabore entre 2 vannes plus... quand même, hein? Pardon? Mais c'est entre 2 vannes. Oui, tout se vide entre les 2 vannes, effectivement. En fait, parce que Madame disait, si une vanne ne fonctionnait pas... C'est un scénario, comme je vous dis, actuellement, on est à une fois sur 1 500 000 années. On pourra peut-être regarder un scénario sur 2 millions et demi, 3 millions d'années, mais mais la précision que je veux faire, Monsieur le Président, c'est que c'est vraiment un scénario catastrophe où il n'y a pas d'intervention rapide. Alors ça, je pense que c'est important de le préciser parce que on se donne tous les moyens avec les municipalités, les premiers répondants, nos plans d'urgence pour intervenir le plus tôt possible. Ça, c'est un scénario où il n'y a pas d'intervention rapide. Alors c'est important de le préciser parce que c'est pas la même chose que ce dont on discute actuellement, là.
Donc, je voulais juste mettre ça en perspective. Maintenant, si vous voulez qu'on élabore un peu plus sur, encore une fois, les conséquences et puis ce qu'on ferait, on peut le faire, mais c'est vraiment le scénario d'hier, catastrophe, et puis l'approche avec le plan d'urgence pour intervenir rapidement, ce sont deux choses différentes. Peut-être donner des grandes lignes, puisque vous allez y revenir demain. Monsieur Grenon. Merci, Monsieur le Président. Donc, les grandes lignes de l'intervention qui seraient mises en place, comme on l'a illustré avec le plan d'intervention tactique, c'est, la première chose, aussitôt qu'il y a une notification de l'incident, c'est la déploiement des équipements sur le site. Après ça, Je m'excuse, pourriez-vous vous rapprocher de votre micro? J'ai l'impression, moi, je vous entends... Pardon. Moyennement, m'entendez bien, mais peut-être alors, pas là-bas. Je pense que peut-être... Oui, merci. Donc, comme je le disais, la mise en place de l'intervention, ça se ferait selon notre plan d'urgence. Aussitôt qu'il y a de l'huile qui atteindra la rivière, aussitôt qu'il y a mobilisation des équipes par le centre de contrôle qui détecte la fuite, les premières personnes arrivent, on est en lien avec les premiers répondants. Nous, notre responsabilité, c'est de mobiliser l'équipement d'intervention d'urgence pour confiner le plus rapidement possible le produit. L'objectif, si on prend le cas spécifique de la rivière Etchemin, l'objectif de l'intervention va viser en premier lieu à confiner le pétrole à l'intérieur de la rivière Etchemin pour éviter que ce pétrole atteigne le fleuve Saint-Laurent et les prises d'eau qui sont dans le fleuve Saint-Laurent. Les méthodes qui seraient mises en place, et comme je vous ai montré, on fait de la planification avancée pour prendre en compte plusieurs facteurs lors de l'intervention. On planifie la vitesse d'écoulement en période de grande crue. On utilise pour la modélisation les périodes de débit historique. Donc, c'est des périodes de très grand crue. L'équipement, comme je le disais, va être prépositionné pour nous permettre de rencontrer les objectifs de l'intervention, d'avoir cet équipement-là à l'eau le plus rapidement possible pour prévenir l'entrée dans le Saint-Laurent. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez que j'élabore sur comment on procéderait tactiquement et tout ça. Non. Mais... En fait, ma question était beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui arriverait si une prise d'eau potable était atteinte? Monsieur le Président, il faut que la prise d'eau soit fermée. Et c'est là où on arrive au plan dont on a parlé hier, qu'on va vous présenter là, incessamment sur la distribution de l'eau. D'accord. Et nous allons revenir là-dessus demain? Je crois que la réponse est presque prête, là, donc on va élaborer davantage d'ici la fin de la commission. D'accord. Monsieur le Président. Ça m'a fait bien plaisir de réentendre toute la démonstration de ce qu'il ferait si ça se passait comme prévu, mais ma question était plutôt sur si ça ne se passait pas comme prévu, comme vous l'avez bien compris, je pense. Mes collègues auraient une question additionnelle, si vous Madame, permettez. là-dessus, ce que je comprends que M. Bergeron nous a dit, c'est que le scénario le plus défavorable, puis c'était peut-être pas, je pense que vous avez apporté des précisions aujourd'hui, que c'est que le scénario le plus défavorable, c'est que ça se passe pas comme prévu. C'est que ça se passe pas en 13 minutes. Ça prend plus de temps que ça parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Donc, il y a un problème là en partant. Puis, c'est une rupture totale. Donc, c'est un scénario et ça se passe aussi en période de crue printanière, je pense que vous aviez dit. Donc, c'est un scénario qui est vraiment un scénario très défavorable. C'est pas la norme. La norme, par opposition, vous nous avez dit que vous parliez plutôt, au lieu de 22 000 barils, s'ils réussissaient à intervenir en 13 minutes, et ils étaient plutôt à 5-6 000 barils. Là. Donc, ce scénario-là, 22 000 barils, il y a plusieurs choses qui vont pas, disons, de façon normale. Est-ce que je pourrais tout de même compléter? Le petit bout que j'allais dire, parce qu'il y a une question précise, là, c'est qu'il n'y a jamais question dans tout ça. Si ça rejoint une prise d'eau, effectivement, vous avez bien compris ma pensée, c'est que c'est un des pires cas. Là. Si on parle du lac Saint-Pierre, c'est autre chose, là, mais si on parle de Montréal et de Lévis, la situation que, comme citoyen, en tout cas, on imagine comme étant la pire, c'est là où les prises d'eau seraient atteintes. Oui, bien sûr, on ferme la prise d'eau, mais après, on s'approvisionne comment? Nous, on n'entend jamais parler de ça.
Et c'est assez intriguant quand même de penser comment on approvisionne une ville en eau et combien ça coûte. Quand on pense à ce qui s'est passé à Longueuil, 28 000 litres de diesel, si je me souviens bien, et c'était minuscule comme incident. Et ça a vraiment pas été simple de trouver de l'eau pour tous ces gens-là, et ça n'a pas été bon marché non plus. Donc, un pire scénario qui n'inclut pas toute cette dimension-là, j'ai vraiment beaucoup de mal et j'aimerais ça entendre des choses plus claires là-dessus, si c'était possible. Merci, Mme Dupuis. J'aimerais céder la parole à M. Boivin, qui voulait ajouter quelque chose. Bien, au sujet de l'eau, dans le cadre de, je ne sais pas si vous savez, le rapport d'étape sur l'unité de vigilance, on a répondu à une question de la Caperne sur l'eau de substitution et l'eau d'approvisionnement en eau. Puis pour le ministère et le gouvernement qui a déposé ça à l'Assemblée nationale, c'est clair. Le système de sécurité civile va s'impliquer avec la municipalité et l'organisation régionale et l'entreprise ne sera pas impliquée dans la distribution d'eau potable, mais dans le remboursement des coûts. C'est clair. Parce qu'il y a une question d'approvisionnement, mais aussi d'aller chercher, je n'ai pas les termes, là, mais on l'a vécu à Trois-Hauteurs, la pénurie d'eau qu'il y a eu à Montréal pendant 48 heures, je crois, je ne me souviens plus exactement. Mais si tous les intervenants vont chercher l'eau embouteillée au même endroit, il faut prioriser la réponse. C'est pas vrai que dans un hôpital, on peut faire bouillir l'eau. Dans un centre de personnes âgées, on peut faire bouillir l'eau. Donc, dans ce cas-là, c'était un avis d'ébullition à Montréal. Alors, il faut que le gouvernement mette sa structure en place de réponse. Et puis, il y a une distribution en fonction de la priorisation. Et le partenaire, le promoteur, il sera impliqué avec ses ressources. Il y a des camions aussi. Il sera impliqué, mais dans la décision, elle sera gouvernementale. Docteur Savard? C'est sûr que s'il y a une prise d'eau qui est atteinte, on va avoir des défis de communication extrêmement importants. Un coup, si un réseau est atteint, on va avoir, nous, à pédaler pour dire aux gens, écoutez, c'est contaminé, mais le risque à la santé est faible. S'il n'y a pas d'odeur, s'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de risque à court terme. À long terme, il faut assurer un suivi. Et ça ne passe pas, ces messages-là. Quand l'eau est contaminée, la population refuse de ça. Et on risque fort de perdre l'usage du puits pour un certain temps. Moi, ce qui me préoccupe même, c'est qu'on ferme des usines en prévention d'une contamination possible, là. Et en matière de santé publique, quand vous détournez, la dernière chose, je pense qu'il faut faire, c'est de fermer une usine de filtration. Il faut le faire quand on est vraiment obligé de le faire. Et notre défi qu'on aurait, advenant un déversement, exemple, dans la rivière des Outaouais, c'est de mettre en place des mécanismes de surveillance en temps réel des produits pour assurer de prévenir à temps les usines, parce que là, on touche tout sur la rivière des Médules, vous en avez 5-6. Fait que c'est de mettre en place des stratégies pour ne pas qu'ils soient contaminés, mais un coup qui est contaminé, on va risque de perdre l'usage de l'usine pour un certain temps. Le risque à la santé, je vous le dis, il serait probablement faible en termes de toxicologie, mais en termes de message, on est vraiment perdant. On va avoir des substances à l'intérieur, vous savez très bien, le benzène, même s'il y a des normes extrêmement sécuritaires, c'est cancérigène et les gens n'acceptent pas, même si on leur dit c'est très faible, on va nous lancer des tomates, là. Fait ça, on s'attend à ça. Tout à l'heure, je viens juste à ce que vous disiez, est-ce que pour les gens, est-ce qu'on évacue, est-ce qu'on confine? Quand c'est un risque d'explosion ou d'incendie, et c'est ça qui est le défi pour nous, et que je n'ai pas de réponse, ben, peut-être des réponses à peu près. On me dit que ce pétrole-là n'est pas facilement incendiable ou explosable. Parce que le risque, là, quand c'est un risque d'incendie et d'explosion, je pense pas me tromper en disant que ceux qui vont agir, c'est les services d'incendie. En général, tout déversement chimique ou comme ça, c'est les services d'incendie qui sont là en premier. Si l'étendue est limitée sur 300-400 mètres, ça peut être 4 longueurs de poteaux sur l'autoroute, les pompiers vont être capables de dire, écoutez, vous en allez. Puis maintenant, l'incendie-explosion. Ensuite, ça, c'est une évacuation. Pour ce qui est du confinement, ça dépend du panache et de la toxicité. On connaît la toxicité du pétrole. Fait que ce qui va faire qu'on va évacuer ou confiner, c'est pas la toxicité du produit, c'est la densité du panache de fumée. Ce qui peut mettre en danger les gens, s'il y a un incendie, ce n'est pas de la toxicité des HAP comme ça ici. Ce qui va les mettre si ça brûle, le panache va être tellement dense que si les gens sont là, c'est pas une question de toxicité, ils vont mourir parce que c'est trop dense, là. Fait, il faut évacuer ces gens-là et les forces d'incendie, actuellement, on savent très bien comment faire.
Mais notre défi après ça, ça va être d'évaluer pour le confinement, pour le panache plus loin. Et là, en santé publique, on va nous demander notre opinion. C'est ce qui se passe habituellement, puis je l'ai vécu à quelques reprises. Et là, on va dire, écoutez, c'est bien plus la densité du panache que la toxicité du panache, là. C'est ce qu'on va voir pour ce type d'incendie-là. Toutes les entreprises qui sont à risque industriel majeur sont tenues normalement d'avoir un plan de communication, mais on sait très bien, je pense que ce n'est pas la majorité qui en ont. C'est ça que je veux dire. Merci, Dr. Savard. Merci, Madame. Je m'excuse, mais il y a une dernière petite chose que je voudrais vérifier. Je résumais tout à l'heure très rapidement, M. Bergeron, les arguments que vous veniez de présenter concernant le scénario le plus défavorable, et vous veniez d'indiquer que dans ce cas-là, c'était pas une intervention de 13 minutes, c'est une intervention qui prenait plus de temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est une intervention qui prendrait combien de temps dans le cas de ce scénario-là? On comprend qu'il est un scénario particulier, là. Disons, avant la fermeture des vannes, vous aviez dit que c'était plus que 13 minutes. Le scénario du déversement, le pire cas, c'est que tout se draine entre les deux vannes. Donc, il n'y a pas d'intervention des opérateurs qui auraient pu prendre une action pour réduire, si vous voulez, les délais ou réduire la quantité de volume déversé. C'est que vous avez les deux vannes entre lesquelles tout se vide. L'accident arrive dans le point le plus bas. C'est une rupture totale. Alors, à ce moment-là, avec mon exemple du boyau d'arrosage, c'est que vous seriez vraiment dans le bas du boyau et les sommets équivaudraient aux endroits où vous avez les vannes de sectionnement. Et là, il n'y a plus rien entre les vannes de sectionnement, il n'y a plus rien. Donc, tout est vidangé dans la rivière. Et il n'y a pas d'intervention pour fermer ces vannes-là parce que de la façon dont elles sont positionnées, le pétrole ne peut pas venir d'ailleurs. Elles sont fermées, mais le temps de fermeture de quelques minutes fait en sorte que, on réagit le plus vite possible, mais ce qui est entre les deux vannes ne peut rester dans la conduite. Okay. Donc, il est complètement drainé. OK, mais c'est ça. Mais alors, ma question, pour revenir, en dedans de combien de temps ces vannes-là sont-elles fermées? Vous aviez dit que c'était plus que 13 minutes dans ce cas-là. C'est 6 minutes. C'est 2 minutes pour fermer les pompes, c'est 6 minutes pour fermer. 2 minutes pour fermer les pompes, 6 minutes pour fermer les vannes, donc 8 minutes total. OK, donc on est toujours dans un temps d'intervention qui est quand même très court, là. Je vous ai peut-être mal compris, j'ai mal résumé il y a quelques minutes, là. Donc, le temps de fermeture des vannes en question demeure très court dans ce cas-là aussi. C'est exact. Okay. Évidemment, ce sont des scénarios qui sont développés, ce sont des scénarios hypothétiques dans le sens qu'on n'a jamais vu d'événements comme ça. Alors, je comprends, mais juste pour comprendre les balises, parce que par rapport à la question de madame, là, donc j'avais mal résumé tout à l'heure, ou j'avais mal compris ce que vous aviez dit, mais donc on parle quand même d'un temps d'intervention qui, dans ce cas-là, pour la fermeture des vannes, demeure court. D'accord, merci.